Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, trop le truc. Ah, ton cul. C'est mon génie. Alors faut parler proche ces micros. Oui, comme ça, c'est très bien. D'accord, voilà. Tenir comme un micro, non. C'est fait. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien évidemment le docteur Moreau. Bonjour Salut Antonin. Les kids. Une émission consacrée à Mauvais Genre, nous allons faire de la pub à Radio France. Mauvais Genre, l'émission... Qui en a bien besoin. L'émission de France Culture qui va fêter ses 20 ans en 2017 et nous avons eu la chance de rencontrer monsieur François Angelier en 2016 lors du festival Court-Métrange où il était venu pour faire une conférence sur le bois des sortilèges. Il a été très gentil, il nous a accueillis de bon matin à son hôtel pour que l'on puisse faire une interview. Mais avant, Campanile. mais avant de l'écouter et d'écouter aussi les autres intervenants de cette émission qui sont nombreux, même si on les a pas tous rencontrés encore, j'aurais aimé en demander à Antonin ici présent. Merci Antonin encore une fois d'être présent à cette émission. Merci à moi de t'avoir fait découvrir cette émission déjà. De nous raconter. Je parle du cinéma est mort. De nous raconter, mais voilà, de nous raconter comment il a découvert l'autre émission, à savoir Mauvais Genre, nos plus importants concurrents. Je pense que c'est ça, ouais, c'est nos plus importants concurrents. Non, mais moi, c'est une émission pour laquelle j'ai une passion, hein, c'est sûr, et que j'ai découvert en fait parce que je cherchais à un moment, j'avais été très marqué par les écrits de Jean-Baptiste Thoret, et je cherchais tous les moyens possibles pour avoir de nouveau accès à sa pensée. J'avais découvert donc du coup qu'il intervenait dans cette émission-là sur France Culture, qui existait depuis de longues années avant que Jean-Baptiste Thoret y fasse son apparition. Et au moment où je commence à découvrir ça, après Jean-Baptiste Thoret a disparu de l'émission, et ça m'a pas empêché de continuer à écouter cette émission-là, qui m'a paru toujours formidable, même sur des sujets. Enfin, c'est évidemment une émission qui ne traite pas que de cinéma. Qui ne traite évidemment pas de cinéma. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Hein. C'est une émission qui est axée sur les mauvais genres. Alors notre émission qui va venir va vraiment être axée aussi là-dessus, sur qu'est-ce que c'est le mauvais genre, est-ce que c'est un regard, est-ce que c'est un genre en soi. Moi, je sais que c'est une émission aussi qui provoque beaucoup de souffrance parce qu'on peut pas non plus s'intéresser à tout, surtout qu'on a des travails, des vrais, genre porter des caisses lourdes, des trucs comme ça. Genre quand on a une émission entière sur un auteur de polar où pendant 2 heures d'émission ou 1 heure maintenant, on a des propos passionnants qui donnent trop envie, on se dit non mais en même temps ce livre-là, j'ai pas le temps de le lire. Mais ça n'empêche que le ton de l'émission, l'érudition de tous les intervenants fait en général des émissions absolument formidables. Et tout ça dans une optique radiophonique, c'est une émission qui est absolument géniale. Moi, je sais qu'il y a plusieurs émissions qui m'ont marqué beaucoup. Je sais que la première fois, je me suis dit mais c'est incroyable comment ils peuvent faire ça sur Radio France. C'était une émission de fin d'année, je sais plus en quelle année on était, où le mauvais genre, ça a lieu le samedi soir. Là, ça tombait sur un 31 décembre et d'un coup, on se retrouvait avec une émission où il y avait tous les chroniqueurs de mauvais genre qui étaient là, et dans une optique, dans une ambiance complètement détendue, où on entendait les bouchons de champagne se sauter, on voyait les gens qui étaient de plus en plus éméchés, et là je me disais mais c'est incroyable, nous on fait une émission sur Canal B, donc une sorte d'héritier de ce qu'on a appelé les radiolivres des années 70. On se dit bon, si on a une carte à jouer par rapport à Radio France qui est la radio officielle, qui marque quelque chose de
bon genre justement, on a, si on a une carte à jouer, c'est justement de pouvoir dire des gros mots, de pouvoir picoler à l'antenne, et on se rendait compte en écoutant ces émissions-là que bah non, en fait, dans Radio France, c'était aussi possible de ça. Donc évidemment, ça, François Angelier reviendra. C'est miraculeuse. De façon assez miraculeuse, et surtout que comme j'espère nous on peut le faire, c'est à la fois on sent qu'il y a une bonne entente dans leur émission, on sent qu'ils s'amusent à la faire, et on n'a pas non plus l'impression d'être à une fête à laquelle on n'est pas invité. C'est-à-dire qu'on a vraiment on est pris par les propos des personnes, c'est-à-dire que tout ce qu'ils disent c'est plutôt intéressant, et à la fois on est invité à rentrer dans l'ambiance, en tout cas sur cette émission en particulier, dans laquelle ils étaient aussi. Après voilà, il y a plusieurs chaque semaine c'est toujours hyper intéressant, il y a des émissions qui sont juste absolument miraculeuses d'entendre sur une radio de service public comme une radio privée. Je pense particulièrement à une émission où moi, pour parler juste de ma vie, à cette époque-là, je faisais un boulot où je mettais des pubs dans des boîtes aux lettres, et donc j'écoutais beaucoup de podcasts sur mes écouteurs, même si c'est interdit, mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu travailles plus chez eux? Ils ont fait une émission, c'était au moment où Mauvais Genre durait 2 heures ou 1 heure, c'était consacré au fist fucking, mais sur un angle, donc quelque chose de très trivial a priori, et sur un angle de la mystique du fist fucking. Et je me rappelle encore de Georges Lautner dans l'autre partie. Et dans l'autre partie, il parlait de Georges Lautner, ouais. Et puis je me rappelle d'avoir vécu, ouais, de serrer les fesses en fait pendant 1 heure dans la rue à écouter mon truc, et surtout que c'était absolument passionnant. C'est pas que c'était le contraire de la vulgarité en fait. Évidemment, avec un sujet comme ça, on se dit mais c'est un nid à blagues de merde en fait. Et en fait, ils arrivaient à tenir sans se forcer. Hein, c'était vraiment à tenir de bout en bout cette idée que oui, le fist fucking c'était une sorte d'exaltation mystique de l'acte sexuel et d'une communion dans la souffrance et le plaisir. C'était le point ultime de ça. Et nous retrouvons tout de suite François Angelier qui nous raconte la naissance de cette émission. Alors, voilà comment les choses se sont passées. Nous sommes en 1991, je crois, à France Culture, et il y a là, dans l'espace qui est celui de Jean Lebrun, producteur fameux de Culture Matin, un magazine d'actualité quotidienne qui a un peu apporté du sang neuf à France Culture. Il y a dans cette émission 3 personnes, Jean-Christophe Rougier, Emmanuel Laurentin et moi-même, qui avons chacun une passion liée à un genre. Alors, Laurentin, c'est le polar. Il avait même, quand il était étudiant à Poitiers, animé une sorte de cercle d'amateurs de polar. Augier, c'est la bande dessinée. Donc, il est même aujourd'hui, où il a été secrétaire général de l'association des critiques de BD professionnels. Et moi, c'est le fantastique et l'horreur. Alors, on en discute de temps en temps. On sait qu'on a chacun tenté de proposer un programme. Moi, première fois que j'ai proposé l'idée d'une émission qui était dans l'esprit de Mauvais Genre, d'ailleurs, c'était en 83, vous voyez, donc faut avoir de la patience. Donc, on en parle souvent. Et puis, un jour, on a une idée, alors c'était une étincelle géniale, c'est qu'on se dit que seul, on n'arrivera à rien. C'est-à-dire en défilant chacun à son tour dans le bureau de la direction des programmes en disant « Ah, pourquoi pas faire un magazine sur le polar ? Ah, pourquoi pas faire une émission sur la BD ? Ah, pourquoi pas faire un programme sur le fantastique ? Ça donnera rien puisque en soi, c'est passé. » Mais l'idée, c'était de faire tout en même temps. Partant du principe qu'il n'y a pas des amateurs de ceci ou de cela, mais il y a globalement une créature étrange qui est métrange, donc qui est l'amateur de genre. Et en partant de l'idée aussi qu'un amateur de films noirs ne rechigne pas à lire du polar, qu'un amateur de récits d'horreur est également un lecteur de romans d'horreur. Donc, grosso modo, c'est un champ global dans lequel les individus circulent. Et même s'ils ont des spécialités, bon, c'est sûr qu'il y a des amateurs de SF qui ne vivent que dans la SF, pareil pour la bande dessinée. Peu importe, ça circule, ça fait un champ global. Donc, cette idée, là, du coup, a parlé. Parce qu'il y avait ce sentiment de faire un magazine global sur, entre guillemets, ce qu'on appelait encore à l'époque, les paracultures, les sous-cultures, les cultures populaires. Mais jusqu'ici, il n'y avait pas justement déjà, que ce soit en magazine ou à la radio? Il n'y avait rien. Il y avait rien. Les sujets étaient abordés. C'est que le Panorama de France Culture, par exemple, faisait des émissions bande dessinée une fois de temps en temps. Il y avait des programmes. Mais ce qu'on proposait, nous, c'était un magazine
réguliers d'actualité des cultures de genre, en les considérant vraiment comme une culture qui méritait une sorte de gazette permanente vu son importance et ce qu'elle représentait en quantité aussi. Vous n'aviez pas de référence On n'avait aucune référence. On n'est pas arrivé avec derrière les grands anciens, même si des figures comme Jean-Pierre Dionnet, Francis Lacassin étaient marquantes, ou tous ceux qui avaient fait Midi Minuit Fantasy. Enfin, moi, je sais que j'avais mais il n'y avait aucun modèle antérieur. Donc, on a fait nos affaires sur la grille d'été avec cette idée que, à chaque fois, on prenait un thème. Alors, il y a une année, ça a été les villes. On prenait Tokyo, et alors Tokyo selon le polar, la bande dessinée, Londres, Berlin, New York. L'année d'après, ça a été les archétypes. Alors la femme fatale, le second couteau, le savant fou, le génie du mal, voilà. Et chaque fois on déclinait. Et puis après on a fait les muses. Alors c'était moins efficace. Et puis après ça s'est arrêté parce qu'on avait un peu fait le tour de notre collaboration. Donc la chose s'est arrêtée en 93, je crois, ou 94. Du temps a passé et en 97, donc Patrice Gélinet, qui était à l'époque directeur de France Culture, me dit mais je veux te confier un hebdo. Alors fais-moi des propositions. Donc j'ai fait plusieurs propositions et Mauvais Genre n'était pas d'ailleurs la première dans l'ordre. Mais je lui dis il y a Mauvais Genre également, qui est une émission qui manque quand même sur la chaîne d'actualité des cultures de genre, qui en 97 ça commençait ça poussait beaucoup quoi. Ça devenait insistant les cultures de genre. Plus qu'insistant même. Et alors il m'a dit mais il y a une idée là, ouais c'est bien. En plus, on avait été soutenu par un conseiller de programme qui s'appelait Claude Evenot, qui lui aussi était lié à cet univers-là, puisque c'était un ancien disciple de Jean Boulet, qui est l'inventeur du mauvais genre en France après la guerre. Donc contexte favorable, et on recrée Mauvais Genre, donc en octobre 97, le premier invité étant Henri Filippini pour son dictionnaire de la bande dessinée érotique, donc... Voilà, c'était clair, c'était carré et c'était fait quoi. Et dans l'équipe alors de base en 97 autour de vous? Alors il y a beaucoup de gens, aucun n'est là aujourd'hui parce que les choses changent ou les gens évoluent. Donc il a fallu travailler un peu vite. Donc j'ai demandé à des relations de venir, des gens dont je savais qu'ils avaient du goût pour toute cette littérature, Lise David pour l'érotisme, Jean-Yves Baucher pour le polar, à l'époque il y avait Laurentin aussi pour le polar avec Jean-Christophe. J'ai un peu repris le casting de départ, et puis en 20 ans tout a évolué pour des raisons X ou Y. Aujourd'hui il y a quelques permanents, mais les choses ont beaucoup bougé au niveau de l'équipe. Et c'est permanent justement, je pense à Jean-Pierre Dionnet. Ouais, Jean-Pierre Dionnet, c'est un permanent depuis le permanent des permanents. Il y en a deux, c'est Christophe Beer et Philippe Rouillet. Et Dionnet est devenu un permanent depuis 2010 à peu près. Mais ils viennent de votre entourage justement, c'est plutôt des amis que vous avez invités, c'est des gens qui sont... Alors non, c'est souvent j'ai une stratégie qui fonctionne bien, qui est l'invité qui devient chroniqueur. Ça c'est une ruse et ça fonctionne assez bien, puisque Christophe Beer, que je connaissais par ses publications de Fanzina, notamment son livre sur les nains au cinéma, a d'abord été un invité le jour où il a publié son livre sur la censure. Et puis peu à peu, on est resté en relation et je lui ai proposé de devenir un membre permanent, ce qu'il est devenu avec sa chronique finale de l'émission depuis 13 ans maintenant. Pareil pour Philippe Rouillet, qui a été un invité pour sa thèse sur le gore qui était paru au Cerf. Comme le personnage était évidemment éminemment sympathique, et puis la nature qu'on lui connaît, et puis très, très érudit, c'est un historien du cinéma. Donc pareil, je lui ai demandé de venir. Pareil pour Jean-Baptiste Toré. C'est souvent des invités ou alors des collègues que je rencontre et puis ou des producteurs de France Culture qui évoluent dans cette zone, et voilà, je leur propose de venir. Jean-Baptiste Toré, comment est-ce que vous êtes rentré à Mauvais Genre? Moi je suis rentré à Mauvais Genre en 98, si je dis pas de bêtises. En fait, je venais faire mon premier livre, donc ça date, sur John Carpenter avec Luc Lagier, qui s'appelait Mythe et Masque, les photos de John Carpenter. Et François m'invite, François Angelier, qui avait cette émission Mauvais Genre, pour être tout à fait honnête, que je connaissais pas du tout quand il m'invite. Et donc voilà. Et donc je me retrouve, Luc ne peut pas venir, j'y vais seul. Et l'émission était à l'époque, en direct pendant 2 heures. Ça a été pendant très longtemps le cas. C'est passé par plusieurs étapes, mais c'était quand même pour moi
le grand moment, l'âge d'or de Mauvais Genre, c'est évidemment le direct 22h minuit. Et voilà, je participe à l'émission. Et puis je crois que François doit aimer le fait que je parle très vite et qu'on comprend strictement rien. Et voilà. Et puis François a toujours eu, c'est un vrai homme de radio, François Angelier. Je dis ça parce que tous les gens qui mettent la bouche derrière un micro sont pas forcément des gens de radio. Lui, c'est vraiment il sait que ce qu'on a à dire, c'est la base. Évidemment, il faut avoir des choses à dire ou avoir envie de le dire, mais la façon dont on va les dire, ou en fait plutôt la singularité, l'instrument qu'on va jouer dans cette espèce de petit orchestre de chambre, parce qu'on est 3, 4, etc., est absolument capital. Et moi, je le testerai beaucoup par la suite, parce que je verrai beaucoup d'invités qui souvent ont écrit des livres géniaux, ou extrêmement intéressant, mais alors dès qu'ils se mettent derrière un micro à l'antenne, il se passe plus rien. Donc en fait, la radio, c'est pas uniquement avoir des choses à dire. Faut savoir les dire, avoir une focale particulière, etc. Et donc voilà, je fais cette émission-là, et puis il me rappelle assez peu de temps après en me disant, mais ça vous dirait pas de venir faire des chroniques, de participer un peu quand vous voulez à Mauvais Genre. Et déjà, il me dit quelque chose qui moi m'intéresse. Il me dit, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Et je me souviens très très bien que ma première chronique, ça a été sur la sortie en zone 1 de la version restaurée de l'exorcisme de William Friedkin. Et je lui dis à l'époque, la zone 1, peut-être pas tout le monde ne pouvait lire des zones 1, hein. Et je lui dis, François, écoutez, moi j'ai une idée, je vais faire le zone 1 de l'exorciste. Formidable. Mais je lui dis, ça va peut-être toucher 50 personnes, c'est pas grave. Et donc voilà, et je me suis retrouvé à commencer à bosser à Mauvais Genre. D'abord, j'y allais une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois, et puis à peu le rythme s'est accéléré, et puis dans les dernières années, je me suis retrouvé à y aller toutes les semaines. Et moi ça m'a, enfin Mauvais Genre, c'est une émission qui n'a plus d'équivalent aujourd'hui. Je pense qu'on va parler c'est un peu le dernier des Mohicans d'une certaine façon. C'est une émission qui est faite par des gens qui choisissent leur actualité, à qui on n'impose jamais de parler de tel ou tel sujet, qui choisissent leur actualité, qui choisissent les sujets dont ils ont envie de parler, comment ils vont en parler. Ça peut être quelque chose d'extrêmement érudit dans la grande tradition, on pourrait dire de l'érudition, là pour le coup française, quelque chose qui s'est beaucoup perdu aujourd'hui. Mais François, on a fait des émissions sur Fantastique Irlandais de 1820 par exemple pendant 2 heures. C'était possible. Faire une émission sur, Sergio Solima, c'était possible. Sur Thomas Millian pour rester dans le cinéma, sur un point particulier chez Clouseau, donc c'est vraiment le plaisir du savoir, le plaisir de la transmission, de l'érudition, de l'idée nouvelle, qui est le moteur de cette émission-là. À aucun moment, est-ce qu'il y aura beaucoup d'auditeurs? Est-ce qu'on va faire des parts de marché? Est-ce que ça, tout le monde s'en fout? Et c'est formidable. C'est-à-dire qu'il faut déjà que nous, on soit entre nous, heureux, contents et satisfaits, en fait, de ce qu'on a fait, et on considère que, comme on n'est pas les seuls au monde, il y a des gens qui vont aimer aussi ça. Ça, c'est vraiment le principe de Mauvais Genre. Après, l'émission a évolué aussi, puisque Mauvais Genre en 98-99, comme son nom l'indique, parlait plutôt des genres qui étaient délaissés par les émissions mainstream ou par l'institution ou l'académie culturelle. Et on sait bien, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'au fil des années, le Mauvais Genre est devenu mainstream. Mis compañeros, por quien busca la revolución, también la mente nos gustará y serenos contra el peligro y alegre el corazón por la justicia, la hermandad.
rosadas de la flor de la vida, el amor, pues adoradas ya no son más. Para nosotros esta es la vida, más profunda la idea será, y sea la vida felicidad. Voilà, l'hymne de mauvais genre, Espanto el Corazon. Et oui, musique de Bruno Nicolai, chantée par Peter Boom, l'incomparable. Donc, la chanson du film Jean-Baptiste Donc, Claret. Saludos en Hombre, Voilà. hein, de Sergio Solima, Kuori Mokori, qui reprend donc les aventures de Cuchillo, Voilà. joué à l'époque. Alors, je dirais que c'est une sorte de république corsaire, de club un peu, où je pense qu'il faut un mélange assez détonnant. C'est un peu moi qui fixe le degré pas de conformité, mais bon, d'adhésion à ce qui est l'esprit un peu de l'émission. Et c'est un mélange assez stabilisé ou instable entre, je dirais, une érudition forcenée. Il faut vraiment des gens qui sont plongés dans la quête et dans l'enrichissement érudit, dans l'information, vraiment des gens. Et puis qui ont un rapport non pas, alors strictement. Alors il y a deux écueils que depuis 20 ans je tente d'éviter. Et je pense que ça marche. C'est ce que j'appelle le fan et le médecin et le symptomatologue. Alors soit les gens qui sont en état de béatitude absolue chaque fois qu'on leur montre une BD ou un film d'horreur, qui sont là, et qui fournissent un discours un peu niais et un peu béat et pas très intéressant. Alors ça, d'une part, ça ne m'intéresse pas. Voilà, il faut avoir un esprit, je dirais, un coup d'œil. Mais en même temps, ce que je fuis aussi, c'est les gens qui considèrent que toute cette culture est un symptôme d'autre chose, et qu'en définitive, peu importe l'objet dont on parle, ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière, la grande maladie, le grand courant. Et ça n'est pas un rapport intéressant non plus, puisque les rares fois on a invité quelqu'un qui fonctionnait comme ça s'est très très mal passé. Donc il faut à la fois un rapport, je dirais, passionnel, pulsionnel, presque angoissé, avec ces objets-là, et en même temps une érudition l'un à l'un avec l'autre. Je prenais quelqu'un comme Christophe Beer est totalement caractéristique de cet esprit-là. C'est une érudition sans fin et une sorte de hantise personnelle, je veux dire, c'est à l'égard du sexe et de l'érotisme. Donc vous voyez, et c'est là je sens ou pas ça. Et s'il y a pas ça, ça marchera pas. Ouais, il faut être traversé un peu par l'art. Traversé vraiment par. Ah oui, totalement. Je veux dire, le mot de hantise et le mot, je veux pas dire que ce sont des obsédés ni des maniaques, loin de là, mais il faut qu'il y ait quelque chose de plus que le goût de la curiosité ou une sorte de plaisir amusé. Vous savez, il y a des gens comme ça on parle souvent avec François Guérive, qui considère que le polar est une distraction passionnante, mais c'est une distraction, on passe un bon moment. Et puis après, mais ça, la mauvaise genre, c'est pas possible. Il faut quelque chose de plus. Il faut quelque chose qui racle ou qui creuse plus profond. J'ai rien contre le mot curieux, mais je veux dire une sorte de goût un peu superficiel pour la singularité. C'est plus ça qui. Mais effectivement, c'est des curieux au sens où le curieux, ça a donné curiosa ou autre chose comme ça. Le curieux est quelqu'un qui n'a de cesse d'aller là où on ne va pas, d'aller un petit peu dans les contre-allées, sur les bas-côtés ou dans les endroits peu fréquentés ou infréquentables. Et capable de le transmettre aussi, puisque l'émission... Et capable de le transmettre. Oui, ça c'est une émission qui est faite pour donner envie. D'ailleurs, l'envie est là. Et ça, je crois qu'on n'a jamais triché avec ça. Ce serait la grande tricherie. Ce serait la grande malhonnêteté, ce serait de parler de sujets sur lesquels on n'a pas vraiment de motivation forte, quoi. Et ça, non. On a toujours... Elle est basée un peu sur le plaisir, sur la espèce de vertige. Donc, s'il n'y a pas ça, on fait pas de la bonne radio.
Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Oui, le point de départ, c'est d'abord une sorte effectivement de passion pour l'objet, beaucoup plus que son statut. Que l'objet, un livre censuré ne fait pas forcément un bon livre. Un livre méconnu ne fait pas forcément un chef-d'œuvre, on s'en rend compte. Par contre, soit on questionne sous un angle inhabituel et mauvais genre des choses prétendument connues, soit on exhume, effectivement, on découvre et on pousse un peu au jour des éléments, des œuvres, des créations qui ne le sont pas. Mais c'est surtout le sentiment, l'impression, l'expérience. C'est l'expérience qui nous, je veux dire, sinon on tombe un peu dans ces choses très louches que sont la nanarmania. Vous voyez, c'est pas parce que c'est une série Z, une série B que c'est un porno, machin. Bon, peu importe. Il faut qu'il y ait derrière tout ça. Il y a des pornos qui sont pas mauvais genre du tout, et il y en a d'autres qui le sont profondément. Voilà, c'est ça. Je veux dire, on est dans la quête d'une angoisse, d'une vibration et d'un sentiment très particulier qui n'est pas réductible à la nature de l'objet lui-même ni à son histoire. Voilà, sur cette question du mauvais genre, je pense aussi à d'autres émissions qui m'ont marqué. Philippe Cadic, ils ont fait beaucoup d'émissions pour parler de Philippe Cadic, l'écrivain de science-fiction, qui est effectivement quelqu'un qui est au centre de ce qu'on peut appeler le mauvais genre, dans le sens où c'est quelqu'un qui est dans le mauvais genre parce qu'il fait de la science-fiction à une époque dans des publications de quasiment de pulp, même si c'est pas le terme exact, mais en tout cas du truc extrêmement populaire à large distribution et qui très tôt a été identifié comme quelqu'un qui manipulait des concepts qui n'obéissaient pas du tout à cette dimension-là, des concepts beaucoup plus métaphysiques. Et en fait, ils ont consacré une émission à Philippe Cadic sur la grande Bible qu'il a écrite sur justement sa révélation mystique à lui, une révélation mystique. Voilà, c'est aussi mauvais genre, le mauvais goût le mauvais genre que ça peut avoir, c'est d'aller chercher aussi ce qu'il peut y avoir de religieux, vraiment chose qui est devenu un gros mot maintenant quelque part, ou au contraire on est plutôt dans le trivial ou le matérialisme généralisé, où d'un coup le parler d'une sensation mystique ou de quelque chose de plus spirituel devient de mauvais goût. Et surtout allié à un personnage comme Philippe Cadic, c'était une émission où on avait l'impression d'avoir presque une pas une messe mais quelque chose de très kabbalistique sur un auteur qui a priori, voilà, c'est l'auteur qui a été adapté pour donner des trucs genre Total Recall ou Minority Report, normalement un écrivain de science-fiction. En mars, j'ai brusquement vu au cœur des choses. J'ai vu à l'intérieur de la réalité. Je l'ai vue telle qu'elle est vraiment. Et j'ai vu les immortels approcher. J'ai vu la prison de fer dans laquelle nous vivons. J'ai d'abord été en contact avec eux, puis j'ai eu toute une série de visions de ce que le monde, la vie, seront quand ils joindront les deux moitiés, l'univers A et l'univers B. Notre monde forme une de ces deux parties, et ils apportent l'autre avec eux. Ce qu'ils feront du monde ou macrocosme sera analogue à ce qu'ils ont fait de moi et d'autres individus isolés ou microcosmes. En un éclair, ils embrassent tout, font tout fusionner avant d'empreindre un eidos absolument nouveau. Tout ça sans avertissement. J'ai vécu à l'échelle micro le voyage tout entier que le monde et nous-mêmes allons faire. Des mois de carence, de privation, puis une sensation croissante de frayeur et d'impuissance, ensuite le renoncement à tout, sachant que ce tout, nous l'avons perdu à jamais. Et enfin, l'apparition des éblouissantes formes chromatiques. Du déficit, de l'absence d'espoir, de la peur et de l'abandon total, naîtront le renouvellement total, le rétablissement, la renaissance, la vie prendra un nouveau départ, sans avertissement.
Voilà un extrait donc de l'exégèse de Philippe Cadic dans la traduction de notre invitée Hélène Colomb, un livre qui vient de paraître, événement considérable donc dans l'édition française, dans la collection aux éditions Nouveau Millénaire. Alors, cette expérience, on vient d'en parler, cette espèce d'extraordinaire fructuosité, on peut dire à la fois intellectuelle, esthétique, spirituelle, qui est donnée à Philippe Cadic. Maintenant, parlons un petit peu justement du texte. France Culture, Mauvais genre, François Angelier. Cadic, c'est très très caractéristique puisque son œuvre, c'est une œuvre de romancier de science-fiction, effectivement issue de la lecture de littérature populaire américaine, mais ce point de bascule à partir de cette expérience qui est une révélation, alors d'une nature mystique effectivement, puisque il a vu se dévoiler ce qui était caché, donc ce qui est la nature propre du mysticisme, fait que le mauvais genre de Cadic, il est plus religieux que littéraire. Et moi j'ai vu des réactions d'inquiétude, disant qu'est-ce que c'est que ça, où là il a sombré, il s'est sombré dans le délire religieux, je préfère les romans. Donc on sent bien que là il y a un franchissement qui fait que moi c'est le Cadic qui m'intéresse le plus. Et je trouve que le travail d'Hélène Colomb pour ça est tout à fait spectaculaire, parce que c'est des textes, on est en pleine aventure là. La traduction est une véritable bizarrerie, une véritable aventure. Mais justement c'est un peu ça aussi. Moi j'aime bien, par exemple, prenez Jules Verne. Il y a un Jules Verne mauvais genre qui est tout à fait opérant, qui est tout à fait clair. C'est pareil pour tout un tas d'auteurs. Donc c'est un peu ça l'idée, comme vous disiez, soit on a un rapport de plein pied avec des objets que d'habitude on n'approche pas avec des pincettes, ou alors on a des rapports ambigus, troubles, curieux avec des objets prétendument connus. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Voilà, il est là avec nous, Christophe Beer. Bonsoir. Et Jean-Baptiste Toré. Bonsoir. Alors je signale immédiatement à nos auditeurs pendant ce réveillon que Jean-Baptiste Toré est venu doter Nanty d'une redoutable machine infernale qui va générer des sons singuliers. Exemple, maître Toré. Et là. Ça, c'est le rire de Paco Ptielman qui n'est pas synthétique, mais qui est tout à fait biologique et qui retentira également pendant ces 2h30 qu'on va passer avec vous. Oui, Jean-Baptiste, vous allez donner à l'émission une dimension résolument cartoonesque et transcendantale. Oui, entre Cartoon et Charlie Oleg, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, très bien. On ne manquera pas de réagir. Une différence. Ouais, mais à la fois auteur et populaire. Je pense qu'il faut toujours garder l'esprit de mauvais genre. Très bien. Quelle ceinture avec le professeur Choron, quand même. Hein. Ah, n'oubliez pas le professeur Choron. Surtout. Et puis, bien évidemment... Oui, c'était l'émission du 31 décembre 2010, je crois. Il y avait beaucoup de monde sur le plateau. Il y avait Patrick Marcel, traducteur de SF, qui avait parlé des Monty Python. Et il y avait, tout le monde était là. Jean-Baptiste jouait du piano parce qu'il est aussi musicien et pianiste. Et Paco Ptielman qui faisait de la gymnastique, il y avait et qui rigolait, il y avait c'était assez étonnant. Mais et on était en direct le 31 décembre. Voilà, retour sur le plateau de mauvais genre qui s'approche dangereusement des 0h00, c'est-à-dire du passage de guet entre 2011 et 2012, un passage de guet que nous allons faire avec vous, Jean-Baptiste Toré, grâce à une suite sonore que vous avez méticuleusement préparée et mixée. Alors quelques précisions sur ce qu'on va entendre sur France Culture à partir de 23h53 minutes 50 secondes. Je suis précis. Oh, voilà un bruit fort sympathique. Alors où Anaïs inonde la table. Mais non. L'idée en fait était de se ah ben non, mais ça c'est si vous voulez, ça c'est alors en plus c'est quelque chose qui n'a jamais posé de problème. Et ça c'est surprenant par contre. Oui, alors par rapport au sujet, par rapport à... j'ai du mal à l'expliquer. Il y a toujours eu une espèce de point comme ça. On a toujours fonctionné depuis un point selon un angle qui a rendu toutes ces choses-là possibles. Parce que on s'est jamais posé la question véritablement du statut du sujet, c'est-à-dire la légitimité. Le fait qu'on ait une passion ardente pour un objet suffit à le légitimer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le passé qui ne passe pas à l'affiche ce soir de Mauvais genre, car le mauvais genre existe souvent et avant tout sous sa forme visionnaire et idéologique, et c'est le cas avec l'ouvrage qui va être au centre de notre émission de ce soir. Le dossier Rebattet, Les Décombres, inédit de Clairvaux, une édition établie et annotée par Bénédicte Vergès-Chénion chez Bouquin Lafont avec une préface de Pascal Horry, notre invité. Bonsoir Pascal Horry. Bonsoir François. Pascal Horry qui retourne, je ne veux pas dire à ses premières amours, mais à ses premiers sujets
sujet scientifique, puisque vous avez signé il y a bien longtemps maintenant un livre qui est toujours référentiel sur les collaborateurs. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, voilà. Et donc là, aujourd'hui, vous avez donc occasion de vous replonger, de réouvrir ce dossier de la collaboration avec ce qui est peut-être sa trace littéraire la plus, je dirais, la plus intense. Certainement la plus intense, et j'ai l'impression que c'est une littérature qui tient encore, dans son ambiguïté même. Une littérature qui tient, et on va essayer de savoir pourquoi elle tient et pourquoi elle résiste. Alors effectivement, Rebattet... Elle résiste. Oui, elle résiste, pardon. Rassurez-vous, je vais parler dans quelques minutes des collaborateurs de l'émission. Le vocabulaire nous piège en permanence. Ce soir, faisons très attention, parce que vous avez dit tout à l'heure, Pascal Horry, l'historien de Rebattet. Comme si c'est un petit peu un fonds de commerce. Non, c'est pas le cas. Presque un hagiographe. Ah non, soyons très clairs. Parce que nous collaborons dans cette émission. Voilà, ça y est, c'est fait. Il l'a dit. Et nous ne sommes pas à Radio Paris. Hein. Voilà. Donc le dossier Rebattet. Nous sommes sur France Culture. Chez Bouquin Lafont. Troisième millénaire. Je signale également, donc, mais on ne pourra pas en parler puisque le livre vient d'arriver. Ça, comme mauvais genre, ça m'a valu un courrier abondant. C'est vrai? Ah oui, ça, oui. Alors, c'était 2 heures sur la figure de Lucien Rebattet à l'occasion donc d'une parution parce que on est toujours accroché à une actualité. Moi je veux pas sinon on se fait plaisir. Enfin ça a un côté un peu comme ça on pique les sujets comme dans une espèce d'aquarium, on attrape un poisson, ou un vivarium, on récupère. Non, il faut toujours qu'il y ait un événement et Rebattet était intéressant sur ce plan-là parce que c'est l'innommable. Enfin c'est l'extrême de l'extrême. C'est la collaboration sous sa forme la plus achevée. Et donc à ce titre, en quoi justement, de quoi est fait l'insupportable de Rebattet? C'était un peu la nécessité. Enfin, il fallait poser cette question, quoi. C'est très curieux, hein, le fait, justement que ça passe. Quoi. Il y a peut-être une façon aussi de ne jamais, absolument jamais s'excuser du sujet. Ah non, le fait qu'on s'y intéresse le légitime. C'est d'une vanité et d'une audace totale, mais c'est comme ça. Ce qui fait que on parle aussi bien de western italien que d'Orson Welles de la même manière, parce que en plus il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, elle est dans le génie, elle est dans la puissance, elle est dans le génie. Donc, vous faites un mauvais film d'un réalisateur connu sera traité comme tel, mais un très bon film d'un inconnu sera mis au-dessus. Enfin, la hiérarchie, elle est là, elle est absolument pas dans l'ordre des légitimités, de tout ça. Il faut savoir une chose, c'est que moi je suis au départ j'étais une orientation théâtrale, de comédien de théâtre, que j'ai pas abouti pour tout un tas de raisons. Donc il y a déjà chez moi l'idée que la théâtralité et la dimension scénique est présente dans tout. Quand j'écris un article, c'est dans un style oral. D'une manière, je théâtralise un peu toujours tout. C'est un instinct comme ça personnel. Ce qui fait que la radio, moi, j'ai fait de la radio à cause de ça. Ouais, on se débrouillera avec ça. Je pense qu'il a fait exprès. J'ai fait de la radio parce que cela me permettait de fusionner mon goût profond pour le théâtre et la théâtralité, le côté un peu cabotin, et en même temps le goût pour l'érudition et puis des arrière-mondes du savoir et de la culture, enfin des choses bizarres. Donc fusionnant les deux, je me suis trouvé très à ma place à la radio. Et donc tout naturellement, j'ai donné à Mauvais Genre une dimension théâtrale. Parce que je pense que la radio intimiste m'ennuie, la radio assez plane comme ça, d'échange maîtrisé m'ennuie aussi. J'aime qu'on ait le sentiment d'être dans un cabaret, d'assister à une revue de music hall, mélanger une sorte de rituel religieux un peu bizarre. Donc c'est pour ça que j'aime Bataille et que j'ai parlé hier d'Acéphale. Voilà, quand on a le mélange entre un cabaret fantasque, une messe noire et un colloque d'érudits, je suis à mon affaire. Donc la théâtralité, elle est nécessairement présente, quoi. Et puis en même temps, je travaille avec des gens théâtraux, parce que si vous connaissez plus théâtral que Paco Mtielman, Jean-Baptiste Toré, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Rouillet, Christophe Beer, même
là, les dames Céline Duchesnay, voire Sixtine Audebert, qu'on entend sans la voir, mais si on la voyait, on comprendrait. Vous me faites signe. C'est aussi fait partie des critères de recrutement, il y a la théâtralité. Ouais. L'amour d'un homme se présentait banal en comparaison de ce qu'elle rêvait de turpitudes obscènes. Avait-elle déjà de leur sang dans les veines? Elle aimait leur manière, elle préférait leur odeur à tous les plus subtils parfums. Elle réfléchissait lorsqu'elle entendit la course précipitée du chien mouton et elle le vit reparaître. Viendrait-il encore? Non. Il portait la tête basse et n'agitait pas trop son panache. De ses yeux, il lui demandait quelque chose. Qu'était-ce? Elle le devina. La grille fermée l'empêchait de s'échapper. La femme et l'animal s'entendaient à merveille. Ils se dirigèrent vers la porte, celle-ci ouverte, et le chien s'étant esquivé, Régine eut la curiosité d'examiner si par hasard il n'en restait pas sur la lisière du bois devant laquelle s'étendait le mur de clôture de sa propriété. Elle rougit d'émotion et aussi d'embarras. Plusieurs toutous se distinguaient sous la feuillée. 3, 4, combien? 10 peut-être? Ses yeux se troublaient. Ils l'avaient aperçu. Ils avaient vu partir leurs congénères. L'un d'eux l'avait reniflé et avec un singulier jappement, il venait vers elle et les autres l'imitaient. Elle eut peur. Les chiens ne racontent pas aux hommes ce qu'ils font, c'est vrai. Mais ne finirait-on pas par soupçonner quelque chose? Elle savait bien qu'on comptait un grand nombre de chiens dans le pays, mais jamais elle n'eut soupçonné qu'il en existât autant et qu'ils fussent si facilement libres. N'en viendrait-il pas des localités voisines? Elle s'effrayait. Elle s'était avancée de 2 ou 3 pas au devant de la porte. Elle portait les mains sur les yeux, craignant de s'affaler. 7 à 8 bêtes de toute catégorie l'entouraient, lui faisaient fête, et comme de véritables pornographes, se livraient à des manifestations les plus obscènes devant sa passivité. Un se roulait sous ses jupes et lui mordillait les bottines. Un autre, de son museau, soulevait sa jupe et elle sentait son souffle sur ses fesses. Celui-ci, debout sur ses pattes de derrière, affichait l'érection de son bout rouge. Celui-là se vautrait sur le dos avec sa pine toute rouge qui fascinait les regards. Bonté divine! Qu'arriverait-il si elle ne recouvrait pas son sang-froid? Des pieds et des mains, elle se dégagea, menaça de la tête et du bras, se précipita vers sa porte et la referma. Elle regrettait déjà sa brusquerie. Pourquoi ne pas en avoir amené un? Risquerait-elle l'invasion de sa villa en entrebâillant la porte? Que non! Elle entr'ouvrit lentement, une ombre passa comme un éclair, elle repoussa le battant, eut une petite grimace, un joli épagnol noir et feu se trémoussait à ses pieds en folle démonstration de joie et de tendresse. Celui-là, elle le connaissait, il appartenait à une famille amie, elle ne pouvait le rudoyer. « Comment? C'est toi, Tom? dit-elle. Tu t'es échappé? Vilain, on te grondera. » L'épagnol tournait en courant autour d'elle, s'arrêtait en face pour se lever, debout et lui lécher la main, se remettait à tournoyer, puis rampait avec cynisme, se couchait sur sa bottine et, comme elle se dégageait, passait par derrière. Il flairait son mollet, envoyait des langues à ses chairs en dessus du genou. Décidément, les chiens marchaient très bien. Elle s'amusait de ses manœuvres et, le considérant dans ses frétillements, elle ajouta: « Mais mon pauvre vieux, si tes camarades Fox et Médor t'ont parlé, tu dois savoir que je ne puis rien pour toi. Tu es certes bien gentil, mais comment parviendrais-tu à me le faire ?» Comprenait-il ce qu'elle disait? Messire Tom se dressa sur ses pattes de derrière. Il n'atteignait pas la poitrine de Régine, mais il montrait un beau morceau de pine. « Ah, mon cher Tom, je ne dis pas que tu manques d'étoffe. Enfin, on peut toujours essayer. » Tom voulait sauter de joie. Ils ont donc l'intelligence des choses, les chiens. Elle le prit dans ses bras, il lui lécha le visage à grande languée, elle le caressa sur le dos comme on caresse les bêtes, et, le tenant ainsi, elle sentit sa pine qui se tendait vers les seins. Voilà, Tom, héros de L'Hérotin, La femme au chien, une lecture Christophe Beer, accompagné au piano par Jean-Baptiste Toré. Bravo les artistes. Voilà, mais c'est comme pour tout, c'est-à-dire que quand Argento, Wes Craven, Sade, enfin tout ce qui était un peu marginal, le manga avait encore des places fortes.
d'un seul coup, là, on pourrait dire le mainstream, l'académie s'en est emparée. L'émission est presque a eu un moment presque un peu de flottement, où même François se posait la question, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi le mauvais genre, dès lors que le mauvais genre s'est répandu partout. Donc, comme il est partout, il est plus nulle part. Et donc, ça a été une des choses intéressantes, à mon avis, de l'émission dans son évolution au cours des années 2000. Ça a été de se dire finalement, mais en fait, le mauvais genre, c'est pas un genre en soi, c'est une focale. Et donc, on s'est mis à prendre indistinctement aussi bien Fritz Lang que Umberto Lenzi, un Crimi ici que Visconti, en disant nous on va avoir notre focale mauvais genre. Alors ça aussi, ça a été un choix éditorial. C'est-à-dire que les sorties salles, ce qu'on appelle les sorties salles, sont faites par tout le monde. Par tous les collègues à Radio France et ailleurs, font de la sortie salle. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? On va en rajouter un peu plus. Il faudra vraiment que le film, par les sorties salles qu'on a pu faire, il y a eu le dernier Alien il y a très longtemps. Il y en a quelques-unes de temps en temps. De temps en temps, festival par exemple. Ouais. Quand on va en festival, on fait des sorties salles futures, parce que il y aura des cas. Voilà, mais donc on a choisi le DVD. Avant c'était la VHS bien sûr, puisque nous datons de l'époque de la VHS et du pré-internet. Donc on a choisi un peu ça, sachant quand même que le DVD permet évidemment de traiter la plus longue mémoire, la plus grande profondeur de champ en matière de mémoire. On peut faire le Zorro, moi je l'ai fait en chronique, mais on aurait pu faire Mauvais genre. Le Zorro de Fred Niblo avec Douglas Fairbanks, ça monte quand même le pont du muet, et puis toute forme de cinéma, toute forme d'image mouvante imprimée sur de la pellicule, on peut le faire. Donc, on a choisi la mémoire parce que, d'abord, c'était à prendre, parce qu'en plus, fallait la fabriquer, fallait la constituer. On est quand même arrivé à une période où la mémoire n'était pas encore un objet vraiment de préoccupation forte. Aujourd'hui, c'est omniprésent. Un peu tous les choix qu'on a fait sur ce sujet-là. Oui, sur ce sujet-là. La mémoire un peu académique. Bien sûr. Bien sûr. Donc on a choisi la VHS et le DVD parce que ça nous permettait de traiter toute la mémoire du monde, pour prendre un titre célèbre, et en même temps de faire des sorties salles avec un décalage, je dirais, qui n'est pas énorme, et qui souvent s'accompagne en DVD d'un complément important. Donc en choisissant le DVD ou la VHS avant, on avait quand même la possibilité d'être dans les deux corps. Mais c'est surtout en plus par goût profond, quoi. Je pense que, étant donné que les sorties salles sont traitées par tous les journalistes, c'est mieux de s'attaquer à un vieux Fuller que personne n'a vu. Je parle le rôdeur de l'Oset, un Fuller. Là, bientôt, il y a un coffret 3 DVD de Fleischer. Voilà. Bon, il est évident que l'étrangleur de Wellington Place, on va s'en occuper. Voilà. Bon. Et je pense que pour l'auditeur de Mauvais genre, c'est plus important d'avoir notre vision d'un vieux Fleischer un peu oublié que, c'est rien. Jean-Pierre Dionnet? Alors, on est arrivé à un respect de la série B au travers justement de Tarantino, de Rodriguez, qui, je vais dire quelque chose de terrible, finit par m'énerver. Moi, j'aurais tendance maintenant à dire, j'en pense pas un mot, je vais me taper un Dreyer, mais j'en pense un mot quand je me dis je vais me taper un Rossellini ou un Bergman. Ils sont devenus les oubliés car la série B est montée devant la série A et l'alphabet a été bien bousculé. Oui, mais on a fait une émission sur Gabin, et moi j'ai soutenu la thèse que le premier film de serial killer français c'était La Bête humaine. Le titre d'ailleurs est extrêmement intéressant puisque ça renvoie à une locomotive et ça renvoie en même temps à un type qui visiblement au moment de consommer avec les dames se met à les étrangler. Donc, si c'est pas un film de serial killer, un film de criminel pathologique, il faut le dire. Voilà, c'est un peu ça à l'esprit de l'émission. C'est de trouver les sources du film de serial killer dans Renoir et dans La Bête humaine plutôt que dans, c'est rien, moi, Le Maudit, qui sont les films, Le Maudit pour lequel j'ai évidemment une adoration absolue, mais C'est ça. Ah bah oui, tout à fait. Ou Bresson. Moi, je regardais Mouchette de Bresson l'autre jour. Je vais en parler demain dans ma chronique. C'est profondément mauvais genre. Enfin, cette fillette qui est violée par un braconnier épileptique la nuit dans une cabane, qui finit par se suicider. Bon, espèce de fait divers rural comme il y en a beaucoup. Pas trop, j'espère, mais c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une analyse à mauvais genre. Donc l'idée, c'est de retrouver
de réinventer ou d'inventer un nouveau rapport avec ce qu'on croit savoir ou ce qu'on croit connaître et que les prétendus classiques, de manière à les rendre plus inquiétants et de leur rendre une sorte de dynamisme et de danger et de risque. Et de risque. Je veux dire, c'est souvent le cas. Je veux dire, par exemple, quand le jour où Michel Serres s'est intéressé à Jules Verne a pris immédiatement une autre allure. Ouais, bien sûr. Et on peut, pareil pour Chateaubriand, pareil pour Kafka, pareil, bon, je veux dire, ça c'est très intéressant et c'est ce que j'appelle, ça c'est vraiment la vie culturelle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le rapport à la culture. Oui, une culture de. Ouais, vous pensez qu'il y a une culture de bon genre qui ne vous intéresse pas, par exemple? Oui, déjà c'est de toutes ces cultures où je dirais tout est dicté d'avance. Le choix de l'objet, la vision, mais et ça peut se faire dans le mauvais genre. Je veux dire, quand on me dit un tel, ouais, vous devez aimer machin. Non, voilà, non, c'est pas ça. Ça me fait ça avec. Voilà, oui, alors c'est ça, au sens où effectivement un des signes du mauvais genre serait que les choses échappent. C'est-à-dire que qu'on me dit toujours excusez-moi, ça m'a échappé. Et moi j'aime bien quand quelqu'un me dit excusez-moi, ça m'a échappé, parce qu'il y a quelque chose se manifeste là qui est de l'ordre effectivement du mauvais genre et les fractures qui commencent à apparaître. Et je pense que les choses qui échappent n'échappent pas uniquement dans la conversation courante, elles échappent aussi dans la littérature, et même la littérature la plus orthonormée et la plus classique. Il y a des choses, ça leur échappe aussi, et pareil au cinéma. Je suis sûr que par exemple chez Zola, là, il y a beaucoup de choses qui lui échappent, mais au double sens du mot, c'est-à-dire qu'il dit sans savoir qu'il les dit, et qu'il les dit ne voulant pas les dire. Et effectivement, c'est ça. Alors, si on dit, vous allez voir, jamais on n'aurait été aussi loin. Alors les mecs ont des trucs poussifs, on sent le volontarisme est toujours une manière de taper à côté. Ça, c'est évident, et que ce soit dans le sexe, dans l'horreur, dans le polar, bon. S'il y a volonté, ou alors faut vraiment qu'il y ait quelque chose de quasi suicidaire pour que ça marche, quoi. Je sais même pas, d'ailleurs, faudrait poser la question aux auteurs eux-mêmes. Je veux dire, un type comme Friedkin, Exorciste, qui est comme à l'époque, qu'est-ce qu'il voulait faire en faisant l'Exorciste, je veux dire. Est-ce qu'il était conscient de tout ce qu'il mettait dans son film? Pareil, Sorcerer, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, vous voyez ça avec... alors, je parle de Sorcerer, qui est un remake du Cellar de la Peur. Mais dans les deux cas, on a deux fous. Oui. Donc, quand un fou fait le remake d'un autre fou, il y met sa folie et il y met pas ses procédés. Donc, c'est intéressant. Même pour cela dit, vous voyez les derniers films de Friedkin, ils sont pas franchement... Cronenberg, effectivement, ça a pris peut-être... on a parlé récemment dans l'émission Le Cercle de Canal+, les films récents de Tim Burton sont plus évidemment maîtrisés, codifiés, plus ronds, moins surprenants que les premiers. Moins torturés, mais c'est souvent le cas. De toute façon, c'est un phénomène classique. Petit film fauché, génial, et puis brusquement... récupération par les studios, et là, naissance du produit diffusable, formaté, acceptable, je dirais encastrable, le produit encastrable dans la machinerie, et après, comme une capsule Nespresso, après, hop, on peut le loger, et ça fournit le résultat attendu. Ça, c'est quand on va manger avec le diable, il faut une grande cuillère, comme disait l'autre. C'est sûr, quand on va à Hollywood. Ou alors, la folie on injecte sa folie dans Hollywood. C'est les films de John Woo. Oui. Des choses bizarres, quand même, par moment. Vous venez d'entendre une émission consacrée à Mauvais Genre, l'émission de France Culture que vous pouvez bien évidemment retrouver sur le site de Radio France, et non pas sur celui de Canal B, malheureusement.
Merci à François Angely de nous avoir accordé du temps. Désolé d'avoir mis autant de temps à monter cette émission. Merci à Jean-Baptiste Toret qui lui aussi nous a accordé quelques minutes pour enregistrer des petits messages à l'intention de cette émission. Et bon, c'est quand même l'occasion aussi de vous parler de 2 ouvrages en lien direct avec ce mauvais genre, puisque en 2017 sont sortis 2 livres tirés de cette émission. Le premier, c'est Obsession de Christophe Beer. Donc c'est un recueil des chroniques de Christophe Beer qu'il fait donc en fin de chaque émission mauvais genre, qui est sorti chez La Dilettante. La Dilettante, merci. Et puis il y en a un deuxième, c'est l'encyclopédie pratique des mauvais genres de Céline Duchesnay. C'est chez Nada Édition. Merci également au Festival Court-Métrange qui nous a permis de rencontrer François Angelier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Désolé à son attaché de presse parce qu'elle nous a offert ça sur un plateau d'argent, mais on met 1 an à le sortir de notre petit four personnel. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur le site de Canal B. On se quitte avec Jean-Baptiste Toret. Merci à vous. À très bientôt. Ciao. Des bisous. Il n'y a plus d'objets mauvais genre ou pas aujourd'hui, c'est fini. Mais par contre, il y a un regard. Et le regard mauvais genre, je pense que c'est un regard singulier, personnel, quoi. C'est quand vous ouvrez cette émission-là, vous entendez des choses que vous n'entendez pas ailleurs, tout simplement. Voilà.